séisme, un terrible séisme qui a fait 220 000 victimes, a ravagé le petit trésor des Antilles, Haïti. Donc l'heure est naturellement au bilan. On a invité Denis Coderre parce que non seulement il représente tout le monde dans Bourassa, mais il y a beaucoup d'Haïtiens qui vivent là, beaucoup de factions également qui sont sans doute représentées. Vous ne devez pas manquer de conseillers dans cette circonscription-là. Non, une nourriture, une belle gastronomie là-bas. Bon, alors, dites-nous un peu, on va attaquer tout de suite la première nouvelle déjà qui a commencé à fuir dans les médias, à couler dans les médias hier soir. Cette nouvelle de l'Organisation des États américains qui recommanderait qu'il y ait deux seuls candidats, Manega et Martelly, que le gendre du président, on va dire les choses comme elles sont, Célestin, ne fasse pas partie de ce deuxième tour. Qu'est-ce que vous avez glané là-dessus? Qu'est-ce que vous la première chose qu'il faut se dire, c'est que quand j'ai vu la réaction des gens, parce qu'il y a eu des excès de violence, c'était spontané. Tu sais, d'habitude, en Haïti, tu peux organiser des choses, mais là, c'était tellement spontané que c'est sûr qu'il y avait une grogne populaire qui démontrait qu'effectivement, il y avait eu, ça se dit en français comment écrire là, le magouille. Alors, il y a eu des tentatives de fraude, des irrégularités. Alors, le fait de voir l'OEA de façon totalement indépendante, qui font la révision non seulement des procès-verbaux, mais qui regardent la situation, et de ramener les choses à cette juste valeur, je pense que ça va... Évidemment, il peut y avoir des réactions, mais ça reflète davantage, à mon avis, le vote populaire. Évidemment, il n'y a rien de parfait. Vous avez 1 million de sans-abri. Il y a eu quoi, 25-26% de gens qui ont voté. Tu peux pas nécessairement refaire une élection. Faut peut-être faire avec. Il faut y aller de façon, je dirais, si on représente le vote populaire, de dire, bon, ben, c'est peut-être la solution, parce que tu peux pas rien faire en Haïti si tu n'as pas de toute façon la stabilité politique. Et si tu veux pas déresponsabiliser la communauté, tu as besoin nécessairement qu'ils se prennent en main. Et pour ça, ben, tu juges une maison son solage, puis le solage, c'est le résultat électoral. Donc, on va voir ce qui va arriver. Évidemment, ça met aussi M. Préval dans une certaine situation, parce que vous l'avez dit. Énormément de pression. Ben, on envoie un message au parti au pouvoir, c'est ça que ça veut dire, mais je pense que la volonté populaire est là. Si on refait une élection, c'est parce que là, lui, il souhaite partir le 7 février. Selon la Constitution, il y a un mandat de 5 ans. Alors, s'il s'en va, vous devez le remplacer par un gouvernement provisoire ou à tout le moins le juge en chef des cours de cassation. Vous êtes obligé de faire une autre commission électorale provisoire si vous voulez reprendre l'élection. Ça peut être aussi dans les 4. Alors, ça veut dire qu'on ferait des élections seulement peut-être juste dans 6, 7 mois, 1 an. Ça n'a pas de bon sens. Avec la réalité que vous voyez sur le terrain, on a besoin d'avoir des bases solides sur le plan de l'État pour qu'on puisse aider les gens. Sinon, ben, on prend tout ça en main, puis je pense pas que c'est la solution. Mais où est-ce que s'arrête à un moment donné l'argument là, que c'est les nations étrangères, pour pas dire les Américains, qui contrôlent la situation en Haïti? Est-ce que ce rapport de l'Organisation des États américains, on va tous s'entendre là-dessus, même du côté haïtien, que c'est neutre, qu'il n'y a pas de pression politique ou d'intervention internationale? C'est-à-dire que si on fait rien, c'est le chaos. Ouais. Si on fait quelque chose, il va y avoir des gens qui ne seront pas contents de toute façon. Vous avez le groupe des 12, parce qu'il y a eu 19 candidats, le groupe des 12 avec Alexis Séan et les autres qui ont dit on devrait recommencer à zéro. Il faut juste voir un petit peu c'est quoi le mieux à faire? Parce qu'on est dans une situation totalement extraordinaire. Je veux dire, il y a combien de personnes qui ont perdu leur papier là-dedans? Vous avez vu les bulletins de vote volés, tout ça. Mais il y a eu comme un consensus. Il y a eu 5500 observateurs indépendants dans 1600 sections de vote qui ont dit, ben vous savez, selon ce qu'on voit, puis il y a eu même un député du Parti québécois qui était là, Benoît... C'est Benoît, en tout cas, peu importe, de Montagne, qui a dit, ben oui, il semble que ça se fait entre Maniga et M. Martelly. Alors, si c'est ça, ça reflète donc une certaine volonté populaire. Il n'y aura jamais de perfection, mais il n'y a rien de parfait là-bas. Puis Charette, voilà. Charette, oui. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, le Canada, dans ce dossier-là? Le Québec en particulier, où on a une affinité, ou qu'est-ce qu'on doit faire? Le Canada a non seulement le français en partage. Vous savez que 95% de la communauté vit au Québec. Il y a une relation privilégiée. Il n'y a aucun contentieux historique, contrairement à d'autres pays comme la France et les États-Unis. Okay. Et on a donc cette caution morale qui nous permet justement d'avoir des discussions franches et honnêtes, puis d'avoir une relation qui est privilégiée. Moi, je pense qu'on n'en fait pas assez. Le Canada, puis j'ai collaboré avec le ministre Cannon, et puis je pense qu'on a fait les bonnes choses en termes de mesures d'urgence. Mais là, vous avez
tellement de dédales bureaucratiques. On a tellement mis ça entre les mains de la Banque mondiale. Vous avez la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, que ça a pris jusqu'au mois d'avril avant de commencer, puis il y a eu seulement 5 rencontres. Sur ces 5 rencontres-là, on peut vous donner une liste, puis vous allez avoir une orgie de chiffres, puis vous dire, regardez comment tout va bien, Madame la Marquise. Mais la réalité, c'est sur le terrain, quand vous voyez Emmanuel Latraverse avec les restes avec et tout ça, qui vous démontre qu'il y a un problème qui est majeur, puis on peut pas traiter le monde comme du bétail, là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le Canada, à mon avis, a besoin d'un envoyé spécial. Le Canada a besoin de démontrer de la transparence. Il y a un problème de visibilité, de perception de façon concrète de ce qui se passe sur le terrain. C'est pas juste de dire, j'ai fait un hôpital, puis je contribue à un hôpital à Jacmel. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on va faire pour assurer qu'il y ait une vraie gouvernance aux États-Unis. L'ambassadeur normandin, comme à l'époque l'ambassadeur Rivard ou Boucher, c'est des gens qui sont extraordinaires, qui font un travail de titan. Mais si vous voulez avoir une relation avec les communautés internationales, si vous voulez vous assurer que ça soit pas juste des fonctionnaires entre eux, parce que vous avez l'ACDI qui protège son terrain, puis c'est correct, vous avez la Défense nationale qui a un rôle à jouer, les affaires étrangères, le bureau du premier ministre, vous avez besoin d'une personne, au même titre que Clinton au niveau des Nations unies, ou Michael Jean au niveau de l'UNESCO, qui est une courroie de transmission avec un pouvoir exécutoire et décisionnel qui va vous permettre justement de dire, regarde, le Canada, c'est ça qu'on veut, c'est comme ça qu'on va fonctionner, puis on réagit immédiatement. Parce que là, on entendait des organisations ici à Montréal qui disaient, il y a déjà eu 400 millions de promis, on sait pas, ça avance quand même pas. Aujourd'hui, on annonce quelque chose cet après-midi. Je ne sais pas si vous avez il y a 25 millions. Je pense qu'il y a la Croix-Rouge canadienne aussi qui est là-dedans. Il y a un hôpital à Jacmel. Là, le jeu dans tout ça, là, c'est pas d'y aller au compte-gouttes puis de bien paraître parce qu'on va faire une annonce. C'est sûr qu'on ne tire pas sur une fleur la faire pousser plus vite, mais on mérite plus que juste du compte-gouttes, là. Et pour ça, il faut envoyer un plan de gouvernance et de se dire, écoutez, la communauté internationale fait partie de la solution et fait partie du problème. Ouais. Parce que, comme vous avez dit, si vous intervenez trop, vous déresponsabilisez. La complexité. C'est complexe. Il y a une histoire. Il ne faut pas faire preuve d'ethnocentrisme. Il faut regarder ça avec les yeux de la culture haïtienne. Il faut comprendre tout le monde, petit monde. Et pour faire ça, il faut ici y aller avec une dose de respect. Mais d'un autre côté, si vous mettez trop l'accent uniquement sur la crise d'urgence, vous savez pertinemment que non seulement on les déresponsabilise, mais ces gens-là vont être strictement au seuil de cette aide internationale. Donc, ça va devenir, Mulet parlait, le représentant de la MINUSTA de République d'ONG. Vous avez des gens, je veux bien, moi, par exemple, faire une révolution verte où on va mettre l'accent, par exemple, sur le riz, mais il y a des mesures anti-dumping où le riz de Miami coûte moins cher que le riz haïtien. Puis de toute façon, pourquoi j'irais faire pousser du riz quand on me fournit 4 millions de repas par jour? Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on dit, écoutez, on va s'assurer qu'il y a une stabilité sur le plan politique. Il y a un nouveau gouvernement qui doit arriver. Il doit se prendre en main. Et si ça se fait pas, de deux choses l'une, on va arrêter de jouer avec les mots. Tutelle formelle ou pas tutelle pantoute. Alors moi, je pense qu'il faut pas le faire, mais c'est une réalité qui nous rattrape. Et vous, qui êtes en contact sur une base que je présume assez quotidienne, à tout le moins hebdomadaire avec la communauté ici sur le terrain, quel est l'état d'esprit face au processus électoral? Est-ce qu'on perd patience? Est-ce qu'on est exaspéré ou on a de l'espoir? Les Québécois, comme les membres de la communauté haïtienne, la politique, c'est un sport national. Alors, prenez une coupe de taxi, là, puis vous allez savoir tout ce qui se passe dans les 25 partis politiques qui existent ou à peu près. Ils sont un peu découragés parce qu'ils ont le pressentiment, avec raison, qu'au niveau de la communauté internationale, notamment au niveau de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, ça s'est fait au détriment du peuple. Okay? Le peuple n'est pas inclus là-dedans. Les ONG, il y a seulement 2 représentants au niveau de la société civile, c'est des observateurs, sont pas sur le plan décisionnel. Alors ça, c'est un problème. Deuxièmement, évidemment, avec la crise du choléra, avec le million, Nigel Fisher va dire aujourd'hui au nom des Nations Unies que vous avez passé d'1,5 million à 1 million de déplacés. Je trouve bien encore un million, là, taux de maudite limite. Puis je viendrai pas vous dire, vous allez pas me mettre à broyer. Ça va mieux, il y a 30 de moins de déplacés. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, garde, c'est comme du bétail. Puis moi, quand j'ai visité avec le ministre Cannon, Léogane, c'est pas un camp de déplacés, c'est devenu un camp d'oubliés. Donc, faut arrêter de jouer avec les chiffres. Et il y a une fatigue. D'autre côté, c'est des citoyens canadiens. Puis ces gens-là se disent, écoutez, il y a de l'argent des payeurs de taxes. On a donné 220 millions de dollars. Il y a bien des gens qui vous écoutent et vont dire, on est prêt, M. Coderre, à donner notre argent. 400 millions, peut-être qu'il n'est pas perdu parce qu'on ne l'a pas donné. Puis il ne sera pas dans les poches d'un politicien quelconque qui va s'en avoir mis plein les poches. C'est ça qu'il y a des gens qui doivent avoir des inquiétudes sur la transparence, la reddition des comptes. L'argent va-t-elle aller chez les timounes? C'est pour ça qu'il faut nécessairement... Votre créole va bien, M. Masson? Ça s'améliore. Ça s'en vient. C'est pour ça qu'on
on a besoin, je dirais, d'un genre de plan hybride avec une responsabilité tant du gouvernement haïtien et avec des mesures, on appelle ça du monitoring, des paramètres de vérification qui vont permettre justement qu'on démontre que l'argent se rend. On a dépensé plus de 220 millions ou 170 millions en termes d'aide urgente, mais là, on est en train de reconstruire. Vous avez 5 de débris seulement qui est ramassé. D'un autre côté, si vous investissez 2 milliards de dollars pour ramasser tout ça pour le Port-au-Prince... Mais les gens mangent pas. Les gens mangent pas pendant ce temps-là. Ouais. Plus que ça, les maisons sont craquées, puis il y a comme un genre de syndrome post-traumatique généralisé, puis les gens veulent pas rentrer dans la maison. Puis vous allez faire quoi? Vous allez vider le rural, les régions pour venir ici. Vous avez 1,3 million de gens qui vivent dans le bidonville, plus 1 million de déplacés. Donc, Timoun, c'est citoyen, c'est des enfants. Grand Moun, c'est nous. Marc-André. Voilà. M. Collin, merci beaucoup d'être venu nous voir. On va continuer à... On va dire qu'un mec pas lagué. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Très bien. D'ailleurs, alors, on va vous laisser, on va se laisser sur quelques images et quelques notes, justement, peut-être celui qui pourra être le deuxième candidat. C'est Sweet Mickey. Oui, qui a eu une carrière prolifique, donc, lui, qui a souvent fait la satire politique pendant le carnaval haïtien à chaque année, qui maintenant est supporté par une bonne partie de la jeunesse haïtienne, un pays jeune, il faut le rappeler, moins de la moitié de la population a à peine dans la vingtaine.